Votre cuisine, un univers familier peuplé de bonnes odeurs et de bons produits. Du moins, c'est ce que vous croyez. Mais vos cacahuètes, savez-vous vraiment ce qu'elles contiennent? Et votre saucisson, est-il aussi inoffensif qu'il en a l'air? Quant à ce brave maquereau, il risque de vous envoyer à l'hôpital. Vous êtes parfaitement sûr de votre salade verte, mais votre saladier, vos couverts en plastique, vous avez bien quelques doutes sur vos lasagnes, mais vous ignorez d'où viennent vos asperges, votre sauce tomate, votre miel ou les fraises de vos yaourts. Que savons-nous vraiment de nos aliments? Nous avons remonté les filières d'approvisionnement de la France jusqu'à l'autre bout de la planète, en Chine. Nous avons rencontré ces experts qui, partout dans le monde, veillent sur notre alimentation. Faut-il avoir peur de ce que nous mangeons? L'insécurité règne-t-elle sur nos assiettes? Tous les jours, partout en France, notre alimentation est surveillée, comme le lait sur le feu. On va commencer par celui-ci. Bonjour monsieur. Jean-Michel Emmerich, directeur de la protection des populations. Je suis accompagné de 2 inspecteurs de ma direction. Donc on vient contrôler tout ce qui est hygiène, température, provenance des produits. Ces inspecteurs ont une noble mission, garantir la santé du consommateur. Dans un premier temps, donc, on regarde la température en surface. Là, il y a par exemple 3 degrés, donc 3 degrés c'est parfait. Pour les températures qui sont un peu supérieures, on va vérifier au cœur du produit. Les contrôleurs de la protection des populations, plus connus sous l'ancien nom de la répression des fraudes, vont passer au crible les étals de ce marché. Pas une crevette ne passera entre les mailles du filet. 13 degrés 5, 13 degrés 6. Donc là, c'est pas bien du tout, quoi. Plus la température du produit est élevée, plus la bactérie se multiplie rapidement. Et donc, le produit, une fois consommé, peut provoquer des troubles qui sont essentiellement des troubles gastriques ou des migraines très fortes. Et il y a un vrai risque pour la santé humaine. Pas de quartier pour les crevettes, elles finissent au panier. Mettre ça à la poubelle où vous avez 2 kilos de marchandises, au prix où c'est, la mettre à la poubelle, je suis pas d'accord. Donc moi, je vais la consommer. Voilà. Et les inspecteurs ne s'arrêtent pas au petit commerce. Aujourd'hui, 80% de notre alimentation vient des supermarchés. Ils sont donc régulièrement inspectés. Pour cette grande surface, c'est même la 3e fois cette année. 14 derrière. Donc là, c'est sûr que Celui-là, il faudra contrôler. on va le contrôler. Et il n'y a pas que les petits commerçants qui ont des problèmes avec la température. Les sardines, là, c'est clair. Hein. Ici aussi, 9 kilos de sardines terminent dans la benne à ordures. C'est qu'on ne plaisante plus avec la sécurité de nos assiettes. Et il n'y a pas que l'État qui les contrôle. Pour que le consommateur consomme, il doit avoir confiance. Les industriels de l'agroalimentaire et les grandes surfaces ont donc tout intérêt, eux aussi, à vérifier leurs produits. Nous partons pour Merville, près de Lille. Dans l'un des plus importants laboratoires de biologie moléculaire de France. Chaque matin, plus de 3000 échantillons arrivent ici, envoyés par les grandes surfaces, les usines ou les chaînes de restaurants. Alors ça, c'est ce qui a été prélevé par nos inspecteurs hier dans la journée.
dans différents restaurants ou supermarchés à travers la France. Ça va être des produits variés. Voilà, on se retrouve avec une salade de tomates, on va se retrouver avec une matière première de la viande destinée à la cuisson, encore une salade composée, et puis voilà, le fromage et le dessert, la tarte aux fraises. Voilà, il y a tout le menu. Le directeur scientifique du laboratoire va passer cette innocente tarte aux fraises à la moulinette. Ce qu'il traque, un cocktail bien peu appétissant de bactéries et de virus. On a ici un assortiment de différentes bactéries, soit des staphylocoques, soit des Escherichia coli. Et on voit par exemple un isolement de salmonelle ou un isolement de listeria. Ces bactéries sont responsables des intoxications alimentaires et des épidémies les plus courantes, comme la listériose ou la salmonellose. Des maladies potentiellement mortelles. Voilà, notre analyse de notre tarte aux fraises se prolonge. On a isolé sur notre boîte des colonies suspects pour salmonelle. En cas de problème, c'est une véritable course contre la montre qui s'engage. En cas de présence, il va falloir alerter le client pour qu'il réagisse immédiatement. Il faut retirer le produit infecté des rayons. Tous les jours, des produits font l'objet d'un rappel parce qu'ils présentent un danger pour la santé. On en trouve la liste sur Internet. Il y a des plats cuisinés, des desserts, de la charcuterie, comme ce saucisson d'une marque distributeur, retiré des rayons pour cause de salmonelle. Des fromages au lait cru, rappelés pour cause de listeria. Ou encore cette purée pour enfants qui contiendrait des morceaux de métal. Des informations précieuses pour les consommateurs. Mais les grandes surfaces ne sont pas bavardes à ce sujet. Aucune n'a voulu répondre à nos questions. Sur leur site, difficile de trouver des informations. Rien ne les oblige à publier la liste des produits rappelés. Si Carrefour choisit de la mettre en ligne, sur le site d'Auchan, il faut aller tout en bas de la page, là où c'est écrit en tout petit, et à l'avant-dernière ligne. Quant à Leclerc, Casino ou Intermarché, si l'information est sur leur site, alors elle est bien cachée. Car malgré les promesses, notre volonté de transparence, nous vous la dévoilons ici. Nous n'avons rien trouvé. Alors nous avons fait un test avec 2 de ces produits vendus sous marque distributeur. Du thon à la tomate et au penne qui contient en fait du couscous merguez et des salades composées qui portent une mauvaise date de péremption. Un consommateur non averti risque de les manger périmés d'1 mois. En caméra cachée, nous nous rendons dans ces enseignes. Les produits ont bien disparu des rayons, mais les clients qui les ont achetés risquent de ne jamais savoir qu'il y a un problème. Bonjour madame. Dans ce premier magasin, pas d'affiche, aucune information visible sur le produit. L'hôtesse à l'accueil ne semble pas très au courant. Non, j'ai rien, salade. Ah, salade. Ah oui, c'est vrai. Mauvaise date limite de consommation, ça veut dire quoi alors? Ben, ils ont mis une mauvaise date limite de consommation. On n'en saura guère plus. En rayon, une affichette informe bien les clients du problème de date sur les salades. Mais elle est plutôt discrète et ne comporte aucune photo du produit. Dans ce deuxième magasin, là encore, aucun rappel de produit affiché à l'accueil. Il faut consulter le livre d'information à l'autre bout du comptoir. Mais si on ne regarde pas dans le livre, en fait, on ne peut jamais savoir ça. Ouais, c'est ça le problème. Moi, je regarde jamais, sincèrement. Et c'est dans tous les magasins comme Ouais. ça ou... D'accord. Il n'y a jamais d'affiche à côté du produit parce que c'est quand même tellement plus simple Non. de le mettre dans le rayon. Jamais non. C'est jamais dans les rayons. D'accord. Dans ce troisième magasin, on n'a pas plus entendu parler du thon au penne qui fait l'objet d'un rappel. Est-ce que tu as un produit, penne de tomate, que les clients doivent nous ramener parce qu'il y a un problème dessus? Parce que j'ai pas de note moi à l'accueil. C'était affiché, c'est le jeune homme là qui me l'a donné. Et apparemment le papier, quelqu'un l'a retiré parce qu'elle a été déchirée à force de mettre des sacs dessus. D'accord. Et c'est quoi le souci? Une interférence, donc ça devait être thon à la sauce, ils ont mis des poulets merguez à la place. Donc si j'achète du penne à la sauce tomate, dedans il y a du poulet merguez. Ça fait le coup de la viande
de cheval avec... on achète la viande de bœuf et on se retrouve avec la viande de cheval. Aïe, aïe, aïe. Pour une information destinée au grand public, les rappels de produits sont plutôt discrets. Trop de mauvaise publicité pour la grande distribution. Malgré cette surveillance, les crises sanitaires se multiplient. Rappelez-vous, Voici l'image qui effraie l'opinion publique d'une vache folle atteinte d'encéphalopathie spongiforme. en 1996, la vache folle, un scandale sans précédent qui fera 214 morts en Europe, dont 23 en France. 3 ans plus tard, c'est la dioxine qui s'invite dans le poulet, puis les œufs, et même la mozzarella. Le bio n'est pas épargné. En 2011, des graines germées bio sont contaminées par Escherichia coli, 30 morts en Allemagne et des tonnes de légumes détruits par erreur. En 2012, la même bactérie touche des steaks hachés et fait une quarantaine de victimes dans plusieurs pays d'Europe. C'est de ces fermes roumaines que tout est parti. De nombreux chevaux... Jusqu'au scandale de la viande de cheval, révélé en février 2013. Cette viande était achetée en Roumanie via des intermédiaires pour le compte de la société française Spanghero, qui fournissent Findus, mais aussi des marques comme Picard ou celles des supermarchés Carrefour ou Auchan. Sans danger pour la santé du consommateur, la fraude a révélé une cascade d'intermédiaires dans la filière des plats préparés à base de viande. Point commun de toutes ces crises, elles touchent plusieurs pays en même temps. Car notre alimentation est aujourd'hui mondialisée. Dans nos plats préparés, les légumes ou la viande viennent parfois du bout du monde. Mais nous n'en savons jamais rien. Les industriels gardent sur la provenance de leurs ingrédients un étrange silence. Nous avons suivi la piste d'un produit en apparence bien de chez nous, la tomate. Nous sommes dans la vallée de Tarascon, près d'Avignon. D'août à début octobre, la récolte bat son plein. Ici, depuis des générations, les producteurs locaux cultivent la tomate de Provence. Venez là, venez là, venez là. Vous pouvez croquer. Ah, c'est la vraie tomate de Provence. Croquer. J'en ai jamais mangé deux, moi. Les autres, tous les jours, on mange ça, en fait, à la maison. Ça, c'est tout le soleil de la Provence qu'on met dans les fûts pour retrouver sur les plats. Cette variété-là, vous ne la trouverez pas sur les marchés, mais dans vos plats cuisinés. C'est-à-dire que sa vocation unique est la transformation industrielle, donc c'est-à-dire faire du jus de tomate, de la sauce tomate, sauce pizza, ou du concentré de tomate à destination des industries agroalimentaires françaises ou étrangères pour les plats cuisinés. La tomate destinée à la transformation, ça représente 200-250 000 tonnes. Sachant que la consommation française de tomates concentrées représente 1 million de tonnes. C'est-à-dire nous produisons en clair entre 20 et 25% de la consommation française. Alors le reste de notre consommation à nous Français, ben, ça provient d'importations Italie, Espagne, Chine essentiellement, quoi. Pour trouver de la tomate chinoise, pas besoin d'aller très loin. À quelques kilomètres, voici l'usine du Cabanon, avec un nom qui sent bon le soleil, Conserve de Provence. Une des plus grosses usines de sauce tomate de la région. Dans ces grands fûts bleus, des litres de sauce qui seront vendus en France sous la marque Le Cabanon. Malgré leur nom, ces tomates-là ne viennent pas du tout de Provence, mais de beaucoup, beaucoup plus loin. Du Xinjiang, en Chine. Premier producteur agricole mondial, la Chine est devenue le garde-manger de la planète et le premier fournisseur de l'Union européenne. Bienvenue en pays ouïghour, une région totalement dédiée à la culture de la tomate. Sur les routes, des fils ininterrompus de camions chargés de tomates à destination des usines Chalkis, un groupe chinois qui a racheté l'usine provençale du Cabanon en 2004. Devant l'entrée de l'usine,
les chauffeurs font le pied de grue. Vous allez attendre longtemps avant d'entrer dans l'usine? Oula, pas avant demain matin. Demain matin? Midi même. Le long des files de camions, le jus de tomate dégouline sur la route. Une odeur de pourriture imprègne l'air. Ça fait longtemps qu'on attend. Combien de temps? Ça fait 25 heures que les tomates sont dans le camion. C'est pour ça que ça pue autant. Yu Sheng est employé chez Chalkis depuis 10 ans. Salut les gars, ça va? Bah tu vois, on poirote, bien sagement. On respecte les demandes de Chalkis. Si toutes les usines du Xinjiang se mettent à tourner à seulement 70% de leur capacité réelle, alors on pourrait répondre à la demande mondiale de concentré de tomates pendant 3 ans. Les autorités ont encouragé ce marché? Oui, bien sûr. Les autorités l'encouragent, surtout que Chalkis est une entreprise qui appartient à l'armée. C'est l'armée qui gère la plupart des champs de tomates de la région. Le groupe Chalkis n'a pas souhaité nous recevoir. Il y a 15 ans, pas une seule tomate ne poussait ici. Le gouvernement a encouragé cette culture pour faire venir des paysans chinois dans cette région, peuplée de la minorité ouïghour. Aujourd'hui, le concentré de tomates du Xinjiang se retrouve sur les pizzas de toute la planète. Et il fait vivre toute la région. Comme Zhang Zibin, le propriétaire de ce champ. Nous, on ne les mange pas, ces tomates. On n'aime pas trop ça. C'est pour ça qu'ils vendent les concentrés à l'étranger. Nous, on ne fait que les cultiver. Peu de gens consomment les concentrés ici. Mais traiter avec l'armée, ce n'est pas toujours une bonne affaire. En fait, on n'a jamais de contrat avec Chalkis. Ils nous font toujours de belles promesses. Et dès que les récoltes arrivent, ils nous font attendre avec nos camions pendant 3 ou 4 jours. On a même laissé des champs entiers pourrir. Et vous y avez laissé beaucoup d'argent? Oui, mais c'est toujours nous qui payons. Chalkis, ça ne leur fait même pas mal. Mais nous, les petits producteurs, on en bave. Pourquoi Chalkis, l'un des leaders mondiaux du concentré de tomates, a-t-il racheté l'usine française du Cabanon? Pour pouvoir vendre en Europe, sans l'étiquette chinoise, qui fait peur aux consommateurs. Pas la peine d'être provençal pour bien parler de belles tomates. Écoutez. Cette publicité, qui date de 10 ans avant le rachat, semble étrangement visionnaire. Belle tomate, c'est la purée de tomates fraîches gorgées de soleil préparée par le Cabanon. T'es peu cher. Aujourd'hui, la sauce arrive directement de Chine, dans ces grands fûts bleus. Ne reste plus qu'à mettre une étiquette bien française sur une sauce 100% chinoise. Nous consommons donc des produits venus du bout du monde, sans même le savoir. De nombreux légumes de consommation courante viennent quasi exclusivement de Chine, comme par exemple les asperges. Nous sommes dans le Fujian, au sud de la Chine. À 73 ans, Monsieur Yang travaille tous les jours dans son champ d'asperges. Il y a beaucoup de producteurs d'asperges dans la région? Oh oui, beaucoup. Ici, tout le monde plante des asperges. Et qui les achète, vos asperges? Elles partent en Europe de l'Ouest. Là-bas, ils achètent beaucoup d'asperges en beaucoup, qui viennent de Chine. 2 asperges sur 3 consommées en France viennent de champs chinois, comme celui de Monsieur Yang. Dans son village, sur 500 familles, 480 cultivent des asperges. C'est devenu une monoculture destinée à l'exportation. Aujourd'hui, il en a récolté 15 kilos. Il part les vendre à une centrale d'achat de la ville voisine.
Ah, voilà la patronne. Madame Lin collecte les asperges des paysans pour le compte des 5 usines de la région. T'as vu, je les ai bien lavées, hein. Monsieur Yang touche 70 centimes d'euros par kilo. Madame Lin les trie par taille et les prépare pour les usines. Celle-ci, je les revends 1,72 € le kilo. Et celle-là, 1,23 €. Plus elles sont grosses, plus elles valent cher. Les usines les revendent ensuite en Europe, à des industriels et à la grande distribution, qui mettront leur propre marque sur le bocal. Quand elles finiront dans votre assiette, elles vous coûteront 15 à 30 € le kilo. Une bonne affaire pour les intermédiaires, moins pour Monsieur Yang. Vous avez gagné combien aujourd'hui? Un peu moins de 4 €. Et ça vous convient? Non. Vous vouliez combien, vous? Un bon prix, ce serait 1,20 € le kilo. La Chine est devenue le supermarché de la planète. Le monde entier vient y faire ses courses. Mais le consommateur français ne saura jamais qu'il mange chinois. Même si les produits sont de qualité, les industriels se gardent bien d'indiquer leur origine. Un manque de transparence qu'Olivier Andro de l'association UFC Que Choisir va nous démontrer en faisant les courses. Ça, c'est le cas, donc, vous voyez, c'est de la viande bovine. Et la viande bovine, obligatoirement, il y a l'indication de l'origine. On voit origine France, c'est très clair. Une obligation depuis la crise de la vache folle. Et c'est pareil pour les fruits et les légumes frais. En fruits et légumes, il y a une indication obligatoire au niveau européen de l'indication du pays d'origine. Alors ça change pourquoi? Eh bien, dès que le produit est considéré comme transformé, du point de vue réglementaire, il n'y a plus d'obligation. Et comme il n'y a plus d'obligation, en général, il n'y a pas d'indication. Et on va le vérifier. Nous mangeons 2 fois plus de produits transformés qu'il y a 20 ans. Nous avons donc acheté des plats préparés, des surgelés et même des yaourts. Nous voilà parés pour une leçon d'étiquette. Premier constat, il n'y a aucune information sur la provenance des ingrédients. Comme quasiment tous les produits transformés, on voit que les fabricants n'ont donné aucune information sur l'origine de la viande. On nous dit simplement que c'est une viande de veau préparée en salaison. L'origine, là encore, on restera sur notre faim. En revanche, le fabricant, peut-être pour rassurer les consommateurs, a cru bon de préciser que le produit est cuisiné dans l'Aveyron. Ça pourrait même être de nature à induire le consommateur en erreur, qui peut imaginer que le produit est fabriqué avec des ingrédients du terroir ou provenant de cette région. Or, nous n'avons aucune garantie sur l'origine de ces ingrédients. Cuisiner en Aveyron, ça veut juste dire quoi? Que l'usine est en Aveyron, c'est ça? Ça veut juste dire effectivement que l'usine où s'est opérée la dernière fabrication se situe en Aveyron, mais elle peut très bien avoir transformé des ingrédients qui proviennent de tous les coins de la Terre. Idem pour les yaourts. Le lait peut venir de Nouvelle-Zélande, les fraises de Chine ou d'Espagne. Impossible de le savoir. Et c'est pareil pour tous les produits transformés, même les conserves de légumes. La raison pour laquelle on n'a toujours pas cette information pour les produits transformés, c'est tout simplement parce qu'il y a un lobbying énorme de l'industrie agroalimentaire, européenne ou internationale, qui veut pouvoir continuer à acheter ces ingrédients là où ils sont le moins chers à un moment donné. C'est-à-dire qu'en clair, les acheteurs, plutôt que d'avoir une liste de fournisseurs assez restreinte dont ils connaissent la fiabilité, eh bien ils préfèrent se comporter comme de véritables traders dans certains cas, c'est-à-dire ils vont acheter tel ou tel ingrédient dans n'importe quel endroit du monde, là où il est le moins cher à un moment donné. Ces traders de l'alimentation, nous allons les rencontrer à Hangzhou, au sud de Shanghai, une ville dédiée au commerce et aux exportations. C'est là que se trouve le siège de 21 Food. Cette société met en contact acheteurs étrangers et fournisseurs chinois via Internet. On appelle ça le sourcing. Han Lincha est le directeur du marketing. Je vais vous montrer notre site en anglais. Sur la colonne de gauche, les acheteurs passent leurs annonces. Le drapeau indique le pays.
Sur la colonne de droite, les fournisseurs chinois proposent leurs produits. Qu'est-ce qui se vend bien sur votre site? Tout. On vend vraiment de tout. Et vous avez beaucoup de clients français? Ah oui, oui, on en a pas mal même. Ils achètent beaucoup de légumes, des légumes déshydratés, des légumes frais, des surgelés, et puis aussi des produits de la mer, surgelés ou frais. Ce jour-là, sur le site, plusieurs clients français veulent justement acheter du miel, du concentré de jus d'orange, du vin, des fruits de mer et des crustacés. Ces dernières années, on voit de plus en plus d'acheteurs français. Depuis 2 ans, leur nombre a vraiment augmenté. Les affaires marchent plutôt bien pour 21 Food. Pourtant, en matière de sécurité alimentaire, la Chine s'est taillée une réputation plutôt sulfureuse. Aliments toxiques, fraude, le cocktail chinois est particulièrement salé. En 2008, du lait en poudre pour enfants est enrichi à la mélamine, un produit toxique qui augmente le taux de protéines. 300 000 enfants tombent malades. 11 bébés en mourront. En mars dernier, 16 000 cadavres de porcs sont repêchés dans un fleuve de Shanghai, mettant au jour un trafic de cochons malades, revendus comme de la viande fraîche sur les marchés locaux. L'imagination des fraudeurs est sans limite. Du rat et du renard ont été revendus comme de la viande d'agneau. Et il y a quelques semaines, 22 tonnes de porc ont été maquillées en bœuf. Comment faire passer une viande pour une autre? La recette est simple. Elle circule même sur Internet. Prenez du porc, versez du concentré de bœuf, rajoutez un peu de gélatine alimentaire et laissez mariner jusqu'à ce que la viande change de couleur. Saisissez à feu très vif. Et voilà, le porc a pris l'aspect du bœuf. Une vidéo qui en dit long sur la sécurité des aliments en Chine. Henri van Ruymbeck dirige une société qui aide les industriels européens à se fournir en Chine. Ces multiples scandales ne semblent pas les inquiéter. Aujourd'hui, qui est-ce qui se fournit en Chine? À peu près tout le monde. On trouve tous les industriels se fournissent en Chine, les distributeurs. Mais ils ne se fournissent pas qu'en Chine, ils se fournissent dans les pays où il y a, du produit, en fait. Donc, le point essentiel, c'est de sélectionner son fournisseur. C'est ça, en fait. Parce que vous trouvez du très bon et vous trouvez du très mauvais. Et l'un à côté de l'autre. Donc, l'important, c'est de sélectionner le fournisseur. Et le seul moyen de sélectionner le fournisseur, ça ne peut pas se faire par téléphone, quoi. C'est d'aller le voir. Retour dans le Fujian. Outre les asperges, on y cultive aussi des agrumes. Comme ces pomelos, de gros pamplemousses destinés au marché européen. Peter Wang travaille pour une société d'audit. Il inspecte les fournisseurs chinois pour le compte d'industriels européens. Aujourd'hui, il va contrôler cette exploitation pour le grossiste Metro. Bonjour. Tout le site vous appartient? Oui, oui. Vous avez acheté des forêts et vous les avez transformées en vergers? Oui, c'est ça. Peter a 200 hectares à inspecter. Allez, vous m'emmenez voir? L'audit commence dans les vergers. Les fruits sont encore verts. Ils poussent dans de petits sacs, à l'abri des insectes, mais aussi des jets de pesticides. Je regarde s'il n'y a pas d'insectes dedans. Si le fruit est beau, s'il est propre.
Mais le plus important, c'est le contrôle des engrais, des pesticides et autres produits chimiques potentiellement interdits par les normes européennes. C'est un peu le fouillis ici, dites donc. Ce produit-là, c'est bon. Il est prévu pour les agrumes, les oranges, les pomelos, etc. Mais sur celui-ci, il est indiqué qu'il doit être utilisé pour le blé. C'est pas du tout pareil, le blé et les pomelos. Vous prenez un risque. Vous ne pouvez pas choisir vos pesticides en fonction de ce qui a marché. Les délais de récolte ne sont pas les mêmes. Il y a des règles à respecter. C'est seulement la première année qu'on s'en sert. Hein. Eh bien, il faut arrêter. On nous a dit que ce produit marche bien. Eh bien, il ne faut pas. C'est interdit par les normes européennes, vous savez. L'Europe a les normes les plus strictes du monde en matière de produits chimiques, une source fréquente d'erreurs pour les producteurs chinois. Aujourd'hui, les entreprises acceptent beaucoup mieux notre travail. Avant, lorsque je parlais de traçabilité à mes interlocuteurs, ils m'envoyaient sur les roses. Ils n'avaient même pas envie d'en entendre parler. Mais maintenant, ils viennent me demander eux-mêmes des conseils. Je pense qu'il faut profiter du nombre de scandales en Chine en ce moment pour inculquer l'idée de traçabilité dans la tête de certains producteurs. Nous, en Chine, on cultive comme nous l'ont enseigné nos parents et nos grands-parents. Et depuis qu'on travaille pour des firmes étrangères, comme Metro, on apprend beaucoup. Tous les ans, on a des inspections. Il y a toujours des choses qui clochent, mais on continue quand même. Un jour, je suis sûr qu'on réussira à répondre à toutes les exigences des Européens. Peter est satisfait. Il faudra juste que l'entreprise améliore l'utilisation des pesticides. Mais il y a des producteurs moins scrupuleux. Pour déjouer les fraudes, les sociétés chargées des audits pratiquent un autre type de contrôle, les inspections surprises. Nous avons suivi l'une d'entre elles, mêlée à l'équipe d'inspecteurs, dirigée par cette jeune femme Antonietta et son collègue. Nous filmerons en caméra cachée. Le contrôle a lieu à l'improviste, dans cette entreprise de produits surgelés. 35 containers en sortent chaque mois. La visite commence par la chambre froide. L'usine exporte des coquilles Saint-Jacques à destination du monde entier. Et un détail attire tout de suite l'attention d'Antonietta, des stalactites. Ça veut dire quoi? Que la température a changé? Oui. Cela signifie qu'il y a un problème de variation de température. Et ça peut être dangereux si on les mange? On ne peut pas dire que ce soit vraiment dangereux, mais le problème, si la température varie, c'est que le produit peut sembler congelé à l'extérieur alors qu'il ne l'est pas à l'intérieur. Parfois ça ne se voit pas, mais après 30 jours de bateau, quand ça arrive chez les clients, c'est déjà pourri dedans. Antonietta et son équipe prélèvent plusieurs cartons au hasard et vont décongeler tous les sacs. Ce qu'elle cherche, c'est une fraude très courante. Le trempage dans des produits chimiques qui permettent de gonfler les coquilles d'eau et donc de tricher sur le poids réel. Chaque sac doit peser 800 grammes. Le premier est correct, au grand soulagement des dirigeants de l'usine. Ouf, c'est ce qu'on espérait comme résultat. Les suivants le seront un peu moins. Les coquilles Saint-Jacques ont sans doute subi le fameux trempage. Il ne s'agit que de quelques grammes, mais sur plusieurs tonnes de marchandises, la fraude peut finir par représenter une jolie somme. Nous avons montré ces images à notre spécialiste de la Chine. Selon lui, les exigences européennes sont parfois difficiles à comprendre pour les Chinois. En Europe, tout le monde sait qu'il ne faut pas décongeler, recongeler, décongeler.
En Chine, non. Le congélateur, on décongèle, on recongèle. Ça fait partie, je dirais, de la culture des gens. Donc, c'est pas naturel. Donc, à partir de là, vous devez bien définir cette règle du jeu. Autre motif récurrent d'incompréhension, la sous-traitance. Voici les images d'une de ces dernières inspections. Les gens investissent dans une entreprise, et puis cette entreprise, elle n'arrive pas à suivre la demande, donc ils font appel à d'autres entreprises à côté. Pour l'entreprise chinoise, même si elle est très belle, elle va faire appel à une entreprise à côté qui est absolument pas présentable, mais ça ne va pas du tout les marquer. Et alors là, on tombe sur une entreprise vraiment pas du tout prête à répondre aux standards européens. Ces contrôles sur le terrain sont-ils suffisants? Ou faut-il craindre les produits importés? Pour le savoir, nous partons à Anvers, en Belgique. La porte d'entrée des denrées alimentaires à destination de toute l'Union européenne. L'Europe est le plus gros importateur mondial de denrées alimentaires. 160 millions de tonnes de marchandises transitent ici chaque année. Comment s'assurer de leur qualité? Tous les matins, des conteneurs sont prélevés sur chaque cargo qui entre au port. Ils sont acheminés par camion jusqu'à cet entrepôt pour être contrôlés. Ce jour-là, c'est un chargement de poulet congelé qui vient du Brésil. Là, on prend des cartons aussi bien devant que derrière ou au milieu. On en prend même tout au fond pour avoir une image globale du chargement et de sa qualité. Stéphane est vétérinaire, mais il passe le plus clair de son temps en cuisine. En fait, un laboratoire d'analyse sensorielle. Le poulet brésilien va faire un petit tour au micro-ondes. Dès qu'on sort du micro-ondes, on peut déjà avoir une idée, rien qu'à l'odeur. Je vais enlever le plastique pour libérer l'odeur. Est-ce que ça a l'air normal? Oui, parfaitement normal. Stéphane prélève des échantillons et les envoie au laboratoire pour subir des analyses plus poussées. Le poulet brésilien va poursuivre sa route, direction les usines de plats préparés, les chaînes de restaurants ou les hypermarchés européens. Mais seuls quelques milliers de conteneurs sont vérifiés chaque année sur les 7 millions qui entrent au port. Alors les contrôles sont ciblés sur les produits et les pays qui statistiquement présentent le plus de risques, comme la Chine, l'Inde ou la Turquie. C'est à Liège, dans ce laboratoire, qu'arrivent les échantillons prélevés dans les conteneurs. Claude est chargé des produits à risque, crevettes, volailles et surtout le poisson. Je vais rechercher une protéine qui s'appelle l'histamine. C'est dangereux? Ça peut provoquer des chocs dangereux et peut-être même entraîner la mort pour les gens qui sont particulièrement sujets aux allergies. Depuis 23 ans, Claude coupe, tranche, dissèque les denrées alimentaires venues du monde entier. Et il en a vu des vertes et des pas mûres. Ce qui est le plus étonnant, c'est de voir ce qu'on fait manger aux animaux, en règle générale, parce qu'on contrôle également ce qu'on fait manger aux animaux. Et je me souviens avoir trouvé des pneus, du verre, des clous, des fils barbelés. Et dans les denrées pour les êtres humains? Du colorant industriel qu'on utilisait pour fabriquer du cirage, ce qui est formellement interdit. Des antibiotiques aussi, on en trouve régulièrement, dans la viande d'importation essentiellement. On est quelquefois surpris de voir ce qu'on arrive à faire manger aux gens. Ouais, ça c'est étonnant. Il y a des choses que je ne mange plus, mais bon. Réduite en bouillie,
la sardine va être décomposée dans ses moindres particules. Chaque pic sur l'ordinateur représente une molécule. Et l'histamine est bien là. Cet échantillon dépasse la norme de à peu près une fois. On est à 170,70 mg par kilo. Alors que la norme est à... Et la norme est à 100. Donc, a priori, c'est quelque chose qui devrait être retiré du marché. La sardine à l'histamine sera donc boutée hors de l'Union européenne. Et il n'y a pas que l'alimentation qui subit ces analyses. À l'étage supérieur, le responsable du laboratoire, Jean-Paul Denuit, va faire passer un mauvais quart d'heure à des spatules. Ces ustensiles de cuisine et assiettes pour enfants en plastique viennent de Chine. Il les soupçonne de contenir des substances très toxiques, les amines aromatiques. Ça peut potentiellement contaminer nos aliments si le plastique n'est pas de bonne qualité, et donc le contrôle a pour but de stopper au niveau des frontières les plastiques de mauvaise qualité dans lesquels il y a un risque potentiel pour le consommateur. Sous l'effet de la chaleur, dans un micro-ondes ou une casserole, ces substances passent dans nos aliments et augmentent le risque de cancer du foie ou de l'estomac. En 2 ans, les douaniers européens ont détruit 200 000 ustensiles de cuisine chinois contenant des amines aromatiques, comme ces 3000 saladiers, passés au pilon il y a quelques jours. Et notre spatule va sans doute suivre le même chemin. L'échantillon qu'on a analysé tout à l'heure, il est bien non conforme puisqu'on a la présence d'amines aromatiques au-dessus de la norme. Donc c'est bien un échantillon qui va être déclaré non conforme. Quelques minutes plus tard, à Bruxelles, l'alarme est donnée dans toute l'Europe grâce à la hotline des alertes alimentaires. Cet immeuble abrite les sentinelles de l'alimentation européenne, le système d'alerte rapide, 13 815 km de frontières, surveillé depuis cet étage. Enrique vient de recevoir l'information concernant les spatules chinoises. Là, on vient d'avoir une information sur un produit qui vient de Chine. Ce sont des spatules en plastique. Des amines aromatiques ont migré dans ce produit et ça peut être cancérigène. Il lance immédiatement une alerte dans toute l'Europe. Quand un produit importé nocif est détecté par un pays, il informe le système d'alerte à Bruxelles, qui prévient tous les autres en quelques heures. Cette année, sur 3500 produits suspects, 547 présentaient un danger pour la santé humaine. Et c'est la Chine qui détient le record de signalement. Là, par exemple, on a trouvé des aflatoxines dans des pistaches. C'est l'Allemagne qui a donné l'alerte. Les pistaches viennent de Turquie et sont à destination de la France et de l'Allemagne. Sur le poisson, on a aussi souvent des contaminations aux métaux lourds comme le mercure ou l'histamine. Et il y a un très gros pourcentage de ces produits qui viennent de Chine. Mais parfois, les produits étrangers sont difficiles à détecter et vont se nicher dans les denrées qui semblent les plus naturelles, comme le miel. Paul Schweitzer est apiculteur. Il produit son miel à l'ancienne, dans son jardin. J'ai des abeilles depuis l'âge de 12 ans. Et je me suis passionné pour la biologie de l'abeille, et tout ce qui est en rapport avec. Donc le miel, la botanique et tout ça. Et c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Quand il ne s'occupe pas de ses ruches, il dirige le principal laboratoire français d'analyse sur le miel. Ce jour-là, 15 marques de miel premier prix, vendues en supermarché, vont nous livrer leurs petits secrets. Donc là, on pèse 10 grammes de miel. Le but, c'est de vérifier si le miel n'a pas subi un traitement thermique trop important. Mais il va surtout vérifier l'origine du miel, en analysant au microscope les grains de pollen. C'est un miel d'origine chinoise. Quand on trouve du pollen de théier dans un miel, on est certain qu'il a une origine en principe chinoise, c'est-à-dire asiatique. C'est la seule région du monde où on cultive le théier. Mais paradoxalement, quand vous regardez les pots, c'est jamais marqué origine Chine.
Vous ne trouvez jamais. Sur aucun de ces produits vendus en grande surface n'est mentionnée l'origine du miel. L'astuce des industriels, mélanger des miels venant de plusieurs pays, ce qui évite de les mentionner sur l'étiquette. Qu'est-ce que je lis sur l'étiquette? Mélange de miel originaire et non originaire de la CE. Ben, tout simplement, légalement, on a le droit de marquer que ça à partir du moment où on met deux miels d'origine différente. C'est-à-dire que le consommateur, ben, il ne sait pas ce qu'il achète, puisque un miel non originaire et originaire de la CE, ben, ça veut dire qu'il provient de la planète Terre. Bon, ben, il peut difficilement venir d'ailleurs, donc on ne sait pas d'où il vient. Bilan, 1 pot sur 3 de miel premier prix contient du miel chinois. Et ce n'est pas tout. En contrôlant les sucres, le professeur Schweitzer repère vite une fraude courante. On va rajouter des sirops de sucre, c'est-à-dire on va rallonger le miel. C'est ce qu'on appelle une adultération, c'est-à-dire si vous prenez une certaine quantité de miel que vous rajoutez autant de sucre dedans, ben vous doublez la quantité de miel, entre guillemets, à vendre, et comme la valeur marchande des sucres est beaucoup plus faible que celle que le miel, vous faites une opération, financièrement c'est une opération juteuse, quoi. Plusieurs pots contenant du miel d'origine chinoise ont bien été falsifiés. C'est un miel qui est un mélange de Brésil et de Chine, et il y a une falsification par ajout de sucre dedans. Retour en Chine. Nous avons voulu savoir s'il était facile de se procurer du miel pour l'exporter et surtout de le falsifier. En caméra cachée, nous nous rendons dans une usine de miel. Nous nous faisons passer pour des acheteurs occidentaux. En négociant le prix, le responsable va nous faire une étrange proposition. Il y a bien une possibilité pour faire baisser le prix. Si vous êtes d'accord, on peut augmenter le pourcentage d'eau dans le miel. On rajouterait comme de l'eau sucrée. Vous voulez dire que vous êtes en mesure de le faire? Si c'est ce que vos clients veulent. Je peux vous fabriquer du miel très bon marché, en augmentant le pourcentage d'humidité. Mais à condition que vous le marquiez dans le contrat. Sinon, je ne le fais pas. Je prends un trop gros risque. Certains fraudeurs chinois ne se contentent plus de rajouter de l'eau sucrée. Ils sont aujourd'hui capables de créer artificiellement du miel de synthèse. Le professeur Schweitzer va nous en faire la démonstration. On va faire un faux miel du Gâtinais, c'est une appellation française. C'est un des miels pour lequel il est plus facile de faire un faux. Il faut du sucre, 4 grammes de glucose, 3,9 grammes de fructose. Encore du sucre, toujours du sucre. Il y a également du maltose et de l'isomaltose. Au total, 6 sucres différents. Tous ces sucres, on les trouve facilement? C'est vraiment les sucres bateaux qu'on trouve les moins chers de la chimie. Rajoutez une goutte d'acide gluconique, normalement produit par les abeilles, 1 ou 2 enzymes, de l'eau et quelques grains de pollen pour faire plus vrai. Je mélange le tout. Chauffez à feu doux. Le faux miel est prêt. Ce produit-là ressemble à du miel, mais ce n'est pas du tout du miel, il n'y a pas 1 gramme de miel là-dedans. Par contre, on l'a analysé et il est conforme sous tous les critères légaux. Quand on fait les analyses de miel d'origine chinoise, certains manifestement sont faits avec les méthodes-là. En sachant que c'est même plus performant que ce que je viens de bricoler là, puisque c'est fait à l'échelle industrielle avec des contrôles tout au long de la fabrication et tout, où on arrive à faire des produits qui ressemblent parfaitement au miel. 10% du miel consommé en France serait falsifié. Sommes-nous condamnés à consommer des produits qui viennent de plus en plus loin, ou d'autres solutions sont-elles possibles? Nous sommes retournés dans la vallée de Tarascon. Aujourd'hui, l'usine chinoise du Cabanon n'achète plus une seule tomate aux producteurs locaux. Alors ils ont pris leur destin en main. Une soixantaine d'agriculteurs se sont regroupés et ont monté leur propre usine, Provence Tomate. Avec un maître mot, la traçabilité jusqu'au champ. Donc voilà, on a le nom du producteur, la parcelle, le numéro de la benne, la variété,
la date et l'heure de récolte. Boîte par boîte, vous pouvez savoir de quelle parcelle venait le concentré de tomate. De quelle parcelle, de quelle région, de quel producteur vient la tomate. L'usine fabrique des sauces pour les industriels de la pizza et des plats cuisinés. Et entre le concentré à la mode chinoise et le bon coulis provençal, il n'y a pas photo. On dirait de la pâte à modeler, ça tient. Pour quelques euros de plus, des industriels locaux font aujourd'hui le choix d'acheter cette sauce, fabriquée avec de vraies tomates de Provence, plutôt que celles venues du bout du monde. Une première victoire pour les producteurs locaux. À nous de contre-attaquer, de sensibiliser les consommateurs, parce que je crois que derrière chaque consommateur, il y a aussi un citoyen. Et là, je pense qu'il faut que tout le monde cherche à comprendre que quand il achète un produit, ce n'est pas le demi-centime ou les quelques centimes de plus suivant le produit, que ça va changer fondamentalement son revenu à la fin du mois, sa situation à la fin du mois. Par contre, si on ne maintient pas de la production chez nous, demain le produit d'importation sera encore plus cher. Les sénateurs l'ont peut-être entendu. Ils viennent de voter un texte qui obligerait les industriels à indiquer la provenance de tous les produits sur leurs plats préparés. S'il est appliqué, alors demain, nous saurons enfin d'où vient ce que nous mangeons. Quant à la Chine, elle bouge aussi. La classe moyenne moderne n'accepte plus les scandales alimentaires à répétition. En quelques mois, le gouvernement chinois vient de procéder à 900 arrestations pour fraude alimentaire. Quand la Chine s'éveillera, elle voudra elle aussi être bien dans son assiette et consommer en toute sécurité.